Dans un monde où on compte 122 millions de personnes déplacées, où les guerres et les crises ravagent de nombreux pays, on n'a jamais eu autant besoin d'eux. Et pourtant, la situation des travailleurs humanitaires a rarement semblé aussi critique. Humanitaire sur le front, c'est le thème du magazine du 20h ce soir. Première étape dans la bande de Gaza, dans l'enclave palestinienne dévastée par 20 mois de guerre, où la totalité des 2 millions d'habitants fait face à un risque de famine. Les ONG ne sont plus autorisées par l'armée israélienne à distribuer de l'aide alimentaire. C'est désormais une fondation soutenue par des fonds américains qui s'en charge, mais son fonctionnement fait l'objet de lourdes critiques. Plusieurs centaines de Palestiniens ont été tués ces dernières semaines alors qu'ils tentaient désespérément de se procurer de la nourriture. Nous avons pu recueillir le témoignage à Gaza d'une infirmière de Médecins sans frontières. Voyez donc ce témoignage recueilli par nos équipes sur place, Arnaud Miguet, Cyril Théophilos et Fayez Aref Aboukoussa. Une infirmière en première ligne. Cette Québécoise de 35 ans s'appelle Jack Latour. Dans l'enfer de Gaza depuis 3 semaines, elle a choisi d'être ici dans cet hôpital d'urgence géré par Médecins sans frontières. On se choisit en tant qu'humanitaire de travailler dans ces lieux-là. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe à Gaza? C'est inacceptable, c'est inimaginable. Le fait qu'à chaque jour, il y a des gens qui meurent et c'est devenu normal. On n'y pense même plus, on comptabilise presque plus ces chiffres-là. Salam alaikum. Bonjour, comment ça va? Qui c'est ce petit bout de chou? Jack Latour s'occupe aussi bien d'enfants souffrant de malnutrition que de victimes de bombardements ou de blessés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il revient du centre de distribution alimentaire. C'est l'une des cliniques les plus proches des centres de distribution de nourriture mis en place il y a un mois par Israël et les Américains. Et tous les jours ici, ils reçoivent des blessés. Mon Dieu! Ah mon Dieu! Comme Ahmed Al-Fakaoui. Je risque ma vie pour nourrir mes enfants. À quoi bon vivre si ce n'est pas pour ses enfants? Quand ton fils pleure et crie en réclamant à manger, ça déchire le cœur. Cette situation humanitaire à Gaza est dénoncée par plus de 200 ONG. Et pour Jack Latour, elle est intolérable. L'association qu'on fait en ce moment entre la distribution d'aide et des blessés par balle, c'est une association qui ne devrait jamais avoir lieu. Ce lien-là, il ne devrait pas exister. Et pourtant, en ce moment, moi, qu'est-ce que je suis en train de gérer de manière journalière? C'est les conséquences d'une distribution d'aide qui tire sur des locaux qui vont là seulement pour aller chercher la nourriture. La jeune femme a connu Haïti et le Tchad. Comment ça va ce matin? Vous pouvez compter. Mais cette mission est pour elle la plus difficile, même si elle garde toujours le sourire. OK. Attendez, ce n'est pas fini. Non. Mais alors, on a déjà dépassé les 100? Il est 10 heures, déjà plus de 100 patients. Il y en aura 600 à la fin de la journée. Quelque chose que moi, je dois gérer à chaque jour, c'est dire non. Non aux gens. Non, je n'ai pas de médicaments pour ça. Non, je n'ai pas de couche. Non, je n'ai pas de lait pour son enfant. Non, je n'ai pas d'argent. Et devoir dire non en tant qu'infirmière, en tant qu'humanitaire, de manière répétitive, quand tu sais qu'on pourrait faire plus, c'est inacceptable. C'est complètement inacceptable. Gérer la pénurie sous les bombardements israéliens quotidiens. Depuis le début de la guerre, selon l'ONU, plus de 1000 travailleurs humanitaires sont morts à Gaza. Les humanitaires prennent des risques chaque jour, les journalistes également. Pour nous informer, un de nos jeunes journalistes qui a contribué à ce reportage a été touché par une attaque de drone. On retrouve notre correspondant Arnaud Miguet à Jérusalem. Bonsoir Arnaud. Ce journaliste, c'est Fayez Aref Aboukoussa. Comment va-t-il ce soir ? Oui, bonsoir Sonia. Fayez est dans un état stable. Il a été pris en charge dans un des rares hôpitaux encore en fonction à Gaza avant d'être transféré dans un hôpital de campagne de Médecins sans frontières. Alors qu'il était dans la rue ce matin pour se rendre à un tournage pour France Télévisions à Dar el-Bala, dans le centre de Gaza, il a reçu des éclats de bombes, notamment dans le cou. L'armée israélienne dit ne pas être au courant de cette frappe. Nous évaluons la situation médicale de Fayez heure par heure pour savoir notamment s'il a besoin d'être exfiltré de Gaza, ce qui n'est pas une chose facile. Il faut dire, Arnaud, que depuis le début de cette guerre à Gaza, les journalistes paient un très lourd tribut.
Oui, plus de 200 journalistes tués à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023, selon Reporters sans frontières, et beaucoup de blessés dans cette enclave assiégée. Des journalistes qui prennent forcément des risques, mais Fayez, qui a 25 ans, comme les autres journalistes qui travaillent très régulièrement avec nous, ont choisi de rester à Gaza. Ce sont des professionnels qui ont toute notre confiance. Malgré toutes les demandes et les recours judiciaires, il faut rappeler, Sonia, qu'Israël interdit l'entrée de la presse internationale dans l'enclave, officiellement pour des raisons de sécurité. S'ils n'étaient pas là, ces journalistes palestiniens, nous serions aveugles. Ils sont nos yeux et nos oreilles pour rendre compte de cette situation dramatique que vivent les civils gazaouis au quotidien. Merci beaucoup Arnaud Miguet, donc en direct ce soir de Jérusalem. En Afghanistan, à présent, depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, le système de santé est à bout de souffle. Les femmes et les fillettes sont les premières touchées. Les soignantes sont de moins en moins nombreuses dans le pays. Or, elles sont les seules à pouvoir soigner d'autres femmes. Reportage avec les médecins de la chaîne de l'espoir qui opèrent encore à l'hôpital français de Kaboul. Nos envoyés spéciaux Luc Lacroix, Chloé Cormery et Yann Cadouche. Des regards pleins d'inquiétude et une lueur d'espoir. Chaque jour, des malades, souvent des enfants, viennent ici pour se faire soigner. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'arrive pas à uriner. Montrez-moi juste comme ça. Ils arrivent de tout l'Afghanistan. Eux ont fait 24 heures de route. C'est leur dernier recours. Ça fait 3 ans que ça a commencé et qu'il n'est pas soigné. Je l'ai emmené partout, mais on nous a dit qu'il n'y avait pas de traitement pour lui. Question de vie ou de mort. Le système de santé afghan s'est effondré. Il a une tumeur. C'est probablement un angiome. Les veines sont déformées. Dans cet hôpital, une association française, la chaîne de l'espoir, soigne gratuitement femmes et enfants pauvres atteints de certaines maladies. Ce père erre dans Kaboul depuis une semaine dans l'espoir de faire opérer son fils. Quel est son problème? Le petit Mohamed Hassan souffre d'une malformation, un bec de lièvre. Il est tout le temps agité, on ne peut pas lui donner de lait. Sa mère souffre elle aussi psychologiquement. Jour après jour, la situation empire. Maintenant, les gens ne peuvent même plus aller à l'hôpital public. Ils me disent, si je vais là-bas, l'opération sera gratuite, mais je devrais payer les médicaments. Si je ne peux même pas acheter de quoi manger, comment je pourrais payer des médicaments? Ce bébé fait partie des chanceux. Il sera opéré ici, à l'hôpital français, le meilleur de Kaboul. Les médecins y réalisent des opérations de pointe que personne d'autre n'est capable de faire en Afghanistan. Ce jour-là, une équipe vient d'arriver de France. La chirurgienne Anne-Marie Chartier est bénévole. Elle est venue montrer une technique gynécologique à des médecins femmes, car en Afghanistan, seules des femmes peuvent soigner des femmes. Alors, first we have to do a little dissection. Les Afghanes filment tout. Elles se sentent investies d'une responsabilité particulière. Elles peuvent toujours pratiquer la médecine, mais depuis 2 ans, plus aucune nouvelle femme ne peut devenir docteur. On est fiers de nous, parce que malheureusement, nous sommes la dernière génération de femmes médecins. Il n'y aura pas de nouvelle génération. Et nous sommes fiers, heureuses. Elles sont motivées et après elles apprendront aux autres. Donc il faut qu'elles apprennent bien la procédure, qu'elles travaillent beaucoup. Je crois que c'est le savoir est la meilleure arme. Cela fait presque 4 ans que les talibans ont hissé leur drapeau sur Kaboul. Depuis, ils n'ont fait que resserrer leur emprise. Ils ne cessent d'édicter des lois toujours plus strictes pour les femmes. Exclues de nombreuses professions, elles ont presque disparu des rues. Et en décembre dernier, ils ont pris une décision dévastatrice pour le secteur de la santé. Nous sommes dans une école fondée il y a 10 ans pour former sages-femmes et infirmières. La bibliothèque, désertée. Tout est fermé. Fermé. Chaque année, plus d'1 millier de femmes apprenaient ici un métier.
Dans ces salles de travaux pratiques, aujourd'hui vides. Il n'y a plus aucune fille. Malheureusement, elles sont toutes chez elles. Elles ne font qu'attendre. Un rêve qui s'écroule pour son fondateur. Surtout, un dommage irréparable pour la santé des femmes, déjà précaires. Ça me brise le cœur. Tout le monde sait qu'une crise arrive en Afghanistan très bientôt. Si nous n'avons plus ces filles, tous les soins seront prodigués par des hommes. Dans un pays où la plupart des gens ne laissent pas les femmes aller consulter un homme. Le pays connaît en plus une fuite massive de ses soignants à l'étranger. Nous avons recueilli une parole très rare en Afghanistan. Un médecin et sa fille ont accepté de partager leurs secrets. Nous parler les met en danger. Pour les protéger, nous ne montrons pas leur visage. Azada a 11 ans. Depuis décembre, comme toutes les filles de son âge, elle n'a plus le droit d'aller à l'école. Je n'ai rien à faire. L'école me manque et à la maison, j'y pense tout le temps. Un jour, j'étais en colère à cause de l'interdiction des talibans. Ma mère m'a dit de me calmer. C'est pas juste. Je suis nerveuse et je suis tellement triste et malheureuse, car l'école est interdite pour nous. Son père rêvait qu'elle fasse des études pour devenir docteur comme lui. Mais sa décision est prise, s'il le peut, il quittera l'Afghanistan pour sa fille. Je suis inquiet pour ma fille, car tous les soirs, quand je rentre à la maison, la première question qu'elle me pose, « Tu as des nouvelles de l'école? De bonnes nouvelles ?» Et je lui dis, « S'il te plaît, attends, sois patiente. » En tant que père, en tant que médecin éduqué, je ne peux pas l'aider. Ça me stresse et ça me met en colère. Quitter le pays est difficile. Alors il faut se plier aux règles du régime. Comme avec ce bus mis en place par l'hôpital français pour les infirmières. Elles n'ont plus le droit de se déplacer sans être accompagnées d'un homme. Il y a des lois pour nous empêcher de travailler, mais on continue. On résiste. Je suis fière et je n'ai pas peur. Elles le savent, leur hôpital est en sursis, symbole de la pression des talibans, ils sont là jour et nuit à monter la garde. Il a fallu leur faire des concessions. La fresque représentant une femme et son enfant, recouverte. Et à l'intérieur, les salles d'attente pour les hommes et les femmes sont désormais séparées. Le service de pédiatrie, lui, déborde d'enfants handicapés, malades, nés dans la plus grande pauvreté. Les parents de Mohamed Hassan nous avouent qu'ils ont même pensé à l'abandonner. Je parlais mal à mon enfant qui pleurait tout le temps et mon mari me battait en me disant « Prends soin de lui, ne fais pas ça, pourquoi tu ne t'occupes pas de lui ?» Il me disait toujours de prendre soin de lui, de ne pas l'abandonner. Au bloc, le docteur Tarek commence à redonner un visage au petit Mohamed Hassan. Le résultat final sera très bon, je l'espère. Il pourra boire du lait, normalement. En tant que chirurgien, nous devons traiter nos enfants sans discrimination, qu'ils vivent en Afrique, en Afghanistan ou n'importe où. Quand tu offres une vie normale à un patient, tu es si fier. Pour les parents, l'attente, l'impatience. Ça y est, il arrive. Et enfin, le soulagement.
Hassan. Mohamed Hassan. Quand je le vois, c'est comme une nouvelle naissance. Comme Mohamed Hassan, 5500 patients sont opérés ici chaque année. Autant de familles dont la vie dépend de l'aide internationale. Cette année, le gouvernement français a réduit de 75% la somme qu'il donnait à l'hôpital. Bonsoir Michel Lacharité. Bonsoir. Vous êtes le responsable des opérations d'urgence de Médecins sans frontières, tout juste de retour du Soudan, un pays ravagé par une terrible guerre qui a fait depuis 2 ans des dizaines de milliers de morts, 13 millions de personnes déplacées et provoqué ce que l'ONU a décrit comme la pire crise humanitaire actuellement dans le monde. Cette crise, elle est très peu documentée car il est difficile pour les journalistes de pénétrer dans le pays. Une équipe de France 2 a pu le faire récemment. On a pu découvrir leur reportage dans le 20h et découvrir cette situation absolument terrible. Comment vous pouvez nous la décrire, cette situation humanitaire aujourd'hui au Soudan? Donc, Médecins sans frontières, on est à la fois victimes et témoins de cette guerre entre les paramilitaires, les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise. Et ce qu'on a pu observer au cours de la dernière année, c'est vraiment des bombardements aléatoires, indiscriminés, contre des hôpitaux, notamment de Médecins sans frontières, contre des civils. Et ce que les personnes nous racontent, c'est comment elles sont pillées, comment elles sont violées sur la route. Donc, vous parliez de 13 millions de personnes qui sont déplacées par les combats. Or, même lorsqu'elles sont sur la route, elles ne sont pas, elles sont prises pour cible, et notamment en raison de leur origine ethnique. Les États-Unis, à l'initiative du président Trump, ont coupé les financements de leur agence de développement. La revue britannique The Lancet a publié une projection selon laquelle l'effondrement de l'aide américaine pourrait entraîner plus de 14 millions de morts d'ici à 2030. Est-ce que vous sentez, vous, humanitaires, déjà aujourd'hui sur le terrain, les conséquences de ces coupes budgétaires américaines? Donc d'abord, Médecins sans frontières, on est soutenu par la générosité du public. On a moins de 1% de fonds publics. J'en profite d'ailleurs pour remercier les 500 000 donateurs français. En revanche, je pense qu'il est un peu tôt pour voir les conséquences des coupes états-uniennes. Toutefois, on voit déjà, par exemple, je sais qu'à Haïti, il y a des activités de distribution dans des camps extrêmement précaires que MSF on a dû reprendre. Vous parliez de l'Afghanistan, dans la région de Herat, à l'ouest du pays. Il y a environ 150 cliniques qui se sont interrompues de façon brutale. Et ce qu'on voit, c'est un afflux massif de nouveaux blessés dans notre hôpital de Herat. Donc, c'est surtout le caractère brutal de cet arrêt, donc ne laissant pas aux autres bailleurs de fonds le temps de s'organiser. Il faut savoir aussi que les fonds américains, c'est en gros 14 milliards des 40 de l'assistance humanitaire, donc c'est un gros tiers. Un autre terrain, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, dans lequel il est particulièrement difficile pour les travailleurs humanitaires, pour les journalistes aussi de travailler, c'est la bande de Gaza. Que vous inspire cette situation depuis plusieurs semaines où les ONG ne peuvent plus distribuer l'aide alimentaire? Celle-ci est opérée par une fondation financée par des fonds privés américains et on a vu que les distributions d'aide alimentaire avaient donné lieu à des centaines de morts. Donc c'est vraiment du jamais vu. Donc on parle de quand même 600 personnes qui ont été tuées pendant des distributions alimentaires, plus de 4000 personnes qui ont été blessées. Donc l'humanitaire, cette organisation, n'en a que le nom. Donc c'est vraiment un simulacre. Ils sont soutenus par Israël et les États-Unis. Et donc c'est vraiment... et ce qu'on a vu aussi du ministre français des Affaires étrangères, c'est qu'il proposait de sécuriser les distributions. Or, on est vraiment dans une situation de famine où le principal problème, c'est le manque de nourriture. Les gens sont affamés. Ils se dirigent pour faire ce qu'ils peuvent pour nourrir leur famille, comme ce blessé qu'on voyait dans la structure de Médecins sans frontières. Or, de proposer de renforcer la protection de ces centres de surveillance, c'est vraiment indigne et irresponsable. On a parlé des journalistes. Les humanitaires ont payé également un lourd tribut dans la bande de Gaza depuis 20 mois. Vous avez perdu combien de personnes à MSF? Médecins sans frontières, on a perdu 11 collègues depuis le début de la guerre, mais c'est parmi aussi 1000 personnels soignants, donc des médecins, des infirmiers. Aujourd'hui, le directeur de l'hôpital indonésien de Bétlaïa a été tué. Donc vraiment, et ça s'ajoute aussi aux 400 humanitaires, principalement des Palestiniens, qui ont été tués au cours de la dernière année. Mais vous allez continuer à y aller?
Nous allons tenter de négocier notre espace de travail dans cette situation catastrophique. Merci beaucoup, Michel Lacharité, d'être venu ce soir sur le plateau du 20h de France 2 pour nous parler de votre travail si nécessaire que vous tentez donc de poursuivre.